Salut à tous, on est avec Thomas Lauberzam, le meilleur grappleur français et un des meilleurs grappleurs internationaux, qui est classé actuellement numéro 1 IBJJF depuis lundi là. Depuis cette semaine. Voilà, cette semaine, il a remporté 14 tournois, c'est ça Thomas, dernièrement. Ouais. Et il a même battu le très bon Yakuza, qui s'est qualifié en poids lourd pour la DCC 2 fois d'affilée. Donc Thomas, depuis combien de temps tu pratiques cette discipline? Comment tu as connu déjà le grappling? J'ai atterri dans un club la première fois parce que je faisais de la musique, du basket adolescent et tout ça, et je voulais revenir sur l'envie de combat. Et j'avais fait du judo comme tout petit. Et quand je suis arrivé dans le monde adulte avec l'envie de voir quelques problèmes d'adolescent à vouloir gérer tout, je suis revenu vers le combat. Et je suis arrivé dans un club qui était à Léo-Lagrange à Toulouse. Et je voulais revenir dans un club de judo. Et je voulais juste savoir si j'avais le courage de monter sur un tatami en entraînement. Et je suis arrivé dans un club où il y avait un étage de boxe anglaise et au-dessus il y avait un club de pancrace. C'était un club où il y avait Xavier, notre professeur, et Anthony Rea. Et j'ai atterri là-dedans et je voulais aller venir faire du sol. Donc j'ai vu du sol sans kimono, je ne connaissais pas. J'ai découvert et j'ai fait un entraînement. Le plus dur de ma vie. En 10 minutes, j'ai dû taper toutes les 20 secondes. Et je me suis sorti sur le banc et je me suis dit, soit j'oublie cette idée, je sors et je reviens plus faire du sport de ma vie, soit tout l'été je cours et je reviens en septembre, parce que j'étais allé en janvier. Et ben, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait la séance qui a été très dure pour moi, je me suis mis 2 mois de préparation à courir, j'avais arrêté de fumer et tout ça, et janvier j'ai commencé. Donc je suis arrivé dans le club pour pouvoir faire du sol. Mais c'était un club d'MMA, donc j'ai commencé à aider, entre guillemets, à porter le chrono, la bouteille d'eau à quelqu'un comme Anthony qui était régulier. Comme j'étais régulier, je l'aidais un peu dans le cadre à côté de ça. Après lui tenir les palettes, ainsi de suite, et après être un peu son sparring. Pour moi, ça a été quelqu'un de très important dans le monde professionnel, Anthony là, qui est quelqu'un de très pro, très méticuleux, très organisé et tout ça, et j'en avais besoin à ce moment-là. Donc il m'a mis dans le monde, j'ai observé et j'ai appris des choses avec lui. Et j'avais une ceinture violette qui était Xavier, qui m'a donné goût à ce sport-là, à faire du grappling, et qui a repéré de suite que j'avais quelque chose sur la tête et qui m'a dit: t'as quelque chose, tu attrapes tout le temps la tête, faut que tu travailles, t'as des qualités, faut que tu en fasses. Et j'ai commencé comme ça, donc il y a en 2004. D'accord, c'est en 2004. Et les premières années, je faisais un peu de tout, donc du coup un peu de boxe, un peu de pancrace, un peu, voilà. Les 2-3 années, un peu de tout, pas vraiment du sol. Après, à quel moment tu t'es vraiment, on va dire, professionnalisé en quelque sorte? À quel moment tu as choisi vraiment de te focaliser sur le grappling? Alors moi j'ai eu une vie assez compliquée, j'ai fait des années de foyer, je vivais dans les foyers, dans les centres de SDF et tout ça, donc j'étais à temps plein entre guillemets dans ma propre vie et je faisais que ça. Et ça fait que quand même les 2-3 premières années je ne faisais que ça, matin, midi, soir, tout le temps. Et à un moment quand on veut devenir bon dans quelque chose, il faut faire un choix. Donc je faisais un peu de boxe anglaise, un peu de boxe thaï, un peu de pancrace, mais j'ai toujours eu le cœur à aimer le sol parce que de toute façon j'étais venu. Pour le sol à la base. Et à un moment, entre guillemets, si on se pose la question, parce que je commence à prendre goût, alors que je ne voulais pas forcément au départ, mais à faire un petit interclub, un petit truc départemental, un truc général. Et à un moment, on se dit, voilà, si je veux gagner quelque chose, et on va dire, est-ce que si demain tu veux la ceinture, c'est de l'UFC ou de la DCC? Ben moi, c'était en 2 secondes, c'est fait. Moi, je veux quelque chose en grappling, je veux un titre, quelque chose en grappling, et donc du coup, j'ai fait ce choix à ce moment-là. D'accord, ok. Tu es allé dans d'autres clubs après? Tu t'entraînais toujours dans la région toulousaine? Tu as bougé? J'étais dans la région toulousaine. Et donc voilà, je vivais en foyer, donc je bougeais pas trop au départ les premières années. Et j'économisais beaucoup le RSA, les choses que j'avais. Et je fais mes premiers voyages au Brésil. Ça fait que j'économisais quasiment 6 mois pour pouvoir faire un voyage au Brésil. Ça fait que j'allais 1 fois ou 2 par an à Nova União, au départ, chez José Aldo et toutes les équipes. Voilà, j'ai été très bien accueilli à la brésilienne, c'est-à-dire faut faire ses preuves, faut y aller, c'était dur, mais c'était pour moi une grande famille. C'était des très grands moments qui forgent, des très grands souvenirs, et j'ai beaucoup adoré, ça m'a beaucoup formé. Et c'est là où j'ai rencontré aussi maître Roberto Letang, et c'est là où vraiment, on va dire... un des fondateurs de la lutte libre. Un des fondateurs de la lutte libre, pour moi la plus grande expérience qu'on puisse y avoir, est très important, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le côté compétiteur, mais le côté analyse, réflexion, professeur, philosophie. J'ai vu qu'il marquait beaucoup sur des tableaux, avec des schémas, il illustrait énormément. Et je trouve que c'est très très important, parce que ça en manque pas de jeunes qui ont la fougue, qui ont l'envie de compétition.
compétition ou de se battre. Et lui, il amène tout le reste qu'on n'a pas forcément. Moi, quand je l'ai connu, j'étais le jeune qui se battait, qui voyait que la performance, qu'est-ce qu'il faut pour être meilleur, qu'est-ce qu'il faut si, qu'est-ce que... Et je lui posais ces questions, comme beaucoup de jeunes posent questions. Et moi, il me répondait, va travailler, va lire, va tout. Et je m'attendais, mais non, pour être meilleur, il faut faire encore plus. Et donc, il m'a commencé à me développer la faculté d'analyse, la réflexion, à me compléter à côté. Et c'est ce qui m'a permis à un moment de commencer à passer du temps à créer mon jeu et pas faire comme tout le monde, pas faire le même jeu que tout le monde, les mêmes techniques que tout le monde qu'il y a sur YouTube, les bouquins et ça. Je l'ai fait les premières années comme tout le monde parce qu'il le faut, mais grâce à cette personne, j'ai commencé à travailler, à personnaliser mon jeu et à me chercher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on me dit, ton jeu il est atypique, comment tu le développes au terrain? Ben, j'ai eu la rencontre de ma vie, parfois certains l'ont, certains n'ont pas. Moi j'ai eu avec Roberto Letton qui m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup me poser ça. Mais tu vois, nous c'est ce qui nous a surpris avec Fred. Parce que moi, tu sais que je suis un universitaire, donc j'étais formé à l'INSEP. Fred, c'était un ingénieur, donc comme les Tao aussi, je crois qu'il était ingénieur. Et ce qui nous a vraiment surpris, le plus ce qui nous a surpris chez toi, c'est vraiment la réflexion et la capacité d'analyse que tu as eue sur ta discipline. C'est impressionnant, on n'avait quasiment jamais vu ça en grappling. Alors oui, Danauer là, parce que pareil, Cavana, je pense là aussi, c'est des gens qui ont fait des études philosophiques et tout, mais on a été impressionnés, on en a beaucoup parlé avec Fred, de ta réflexion, de cette analyse et tout. Donc ça te viendrait de l'État-O, le déclenchement, c'est un héritage, oui. Quoi. Le déclenchement, oui. Après, s'il m'a déclenché, c'est que j'en avais un moment l'envie. Mais oui, ça c'est venu. C'est sûr que quand on est jeune et qu'on voit tout par la performance, c'est normal. Alors, au moins, quand on arrive à faire cette rencontre et si on arrive à la percuter, à être sensibilisé, on passe une autre dimension. Ouais. Et après, c'est vrai que par contre, on commence à rentrer dans ses délires, comme un artiste, à réfléchir, à partir dans son monde à soi. Mais j'ai eu cette chance, avec Roberto. Et donc après tu es parti parce que tu es un des Français que je pense tu t'es quasiment entraîné dans les meilleures équipes de la planète, donc avec les meilleurs grappleurs de la planète. Quel est le club qui t'a le plus, on va dire, le plus impressionné? En fait, ça dépend de la recherche qu'on a. Pour moi, il n'y a pas de meilleur combattant ou de meilleur club, mais il y a des styles complètement différents et qui vont t'apporter chaque chose. Si on parle sur le côté sparring, Athos. C'est une équipe sur le tapis, compétiteur, c'est des lions. Et c'est vrai qu'à un moment, on dit pour être un lion, il faut être entouré de lions. Donc si tu es compétiteur, ouais, c'est comme à un certain niveau, je pense que quand tu es à l'INSEP, tu sais que c'est la place où il faut l'être. L'Athos, pour moi, c'est ça au niveau de haut niveau. Maintenant, tu vas pas passer ton temps à apprendre des techniques, à développer, à analyser, à chercher les choses, pas sur ce club-là. Moi, je l'ai eu par exemple avec Letton. Mais Letton, à l'inverse, par exemple, ce n'est pas un compétiteur dans l'âme, ce n'est pas là où tu auras une meilleure sparring. Par contre, il va te mettre un mec avec qui travailler et il va te faire réfléchir. Attention, on regarde ça, tu vas travailler. Donc après, sur les voyages, la Thaïlande, j'ai pas mal aimé parce que c'est un cran en dessous au niveau de la technique, de la puissance et compagnie, mais il y a une qualité de vie qui est agréable et on en a tous besoin aussi. Ouais, le contexte est extrêmement important. De pouvoir souffler. C'est un très très bon club en hors saison, par exemple vers Phuket, Top Team, où il y avait Eric Kuresk que j'ai beaucoup adoré, ou même Tiger, où c'est un peu plus sparring entre guillemets de masse, mais c'était un très très bon pays, la Thaïlande, pour faire du hors saison, pour faire de la compétition dure et se renforcer. Athos, Marcelo Garcia. D'accord, oui, tu as beaucoup. Si on parle de club et si on parle de quelqu'un de très intelligent, très fort, Marcelo Garcia, je suis resté belle personne, beau professeur, bon combat. Pour moi, peut-être le meilleur. Donc voilà, on arrive à la question suivante. Le grappleur qui t'a le plus impressionné? Sur l'ensemble complet et compagnie, Marcelo Garcia. On sent que c'est pas forcément est-ce que c'est le meilleur ou pas, il y a des cycles pour ça. Déjà pour moi ça a été le meilleur, c'est un choix personnel, mais on sent que c'est un travail travaillé, personnalisé, automatisé, réfléchi. En plus ce qui est beau c'est que derrière c'est un humain intéressant, il y a la gentillesse, il y a des petits détails qui fait que quand tu arrives c'est lui qui t'accueille, qui vient te serrer la main, c'est lui qui t'invite à monter sur le tapis, tu tournes de suite avec lui, il y a une forme de respect qui se fait de suite quand tu tournes avec lui. C'est pour moi, Marcelo Garcia, c'est un monument. Ouais, c'est celui c'est l'exemplarité quoi. Ouais. Il crée, il beaucoup de choses. Oui, il fédère autour de lui, sur le voit, il a une nouvelle génération qui est extrêmement forte et
personne n'en parle mal, jamais personne n'a parlé mal de Marcelo Garcia. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que bon, il y a plusieurs trucs. Il y a des gens qui vont faire un travail de masse, d'autres personnes et tout. Et moi, j'aime bien ce côté, en tout cas, ça c'est mon opinion, c'est-à-dire que quelqu'un qui ose créer son monde, son jeu, personne. Et Marcelo Garcia, on voit que voilà, il a tout un monde à lui. Un peu aussi, sûrement comme Danner actuellement, il y a tout un monde qui est créé. Et je trouve ça beau. Est-ce que c'est le meilleur jeu? Est-ce que c'est des débats après ça? Il y a des tendances et des cycles. Mais Marcelo Garcia, quand tu rentres, tu sens qu'il y a tout un jeu, il y a tout un univers. Et ça, c'est fabuleux si on l'aime. Si on aime ce jeu-là, tu pars pour des années de travail. Oui, bien sûr. Donc après, bon, bien sûr, Marcelo Garcia, c'était... je comprends que tu t'en inspires énormément, déjà vu son gabarit, c'est un très bon lutteur, un gros entrague. Peut-être la meilleure guillotine de l'histoire avec toi, on va dire. Pourquoi la guillotine alors toi? Pourquoi t'as choisi? Qu'est-ce que c'est qui a fait que je l'explique pas, c'est depuis le premier jour où je suis monté sur le tapis, je me faisais massacrer toutes les 10 secondes, j'étais déjà en train d'attraper la tête. D'accord, ok. Après, tu l'as ressenti de suite? De suite, j'allais dessus. Alors pourtant, j'avais rien, je venais de commencer. Après, en parlant les années d'après, il y en a qui m'ont dit, quand on a fait du judo petit, on développe des facultés sur je sais pas comment on dit, les dimensions, les formes de mouvement, qu'à un certain âge de judo, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on enregistre. Donc peut-être que c'est de là que quand j'ai commencé, j'avais déjà des choses enregistrées, des mouvements et qui fait que j'ai chopé. Mais ouais, j'ai eu dès le début d'instinct, sans savoir forcément faire taper, mais j'allais mes yeux, mes mains vers la tête. Ouais, d'accord. Et, par exemple, pas vers les chevilles. C'était de suite sur ça, alors que je ne savais rien faire. Ouais, et après, je suis resté là-dessus. Après, voilà, sans critiquer n'importe quoi, c'est vrai que la France est un pays... où il y a des très grands champions et très bons, et aussi beaucoup de critiques un peu compliquées sur ça. Et au début, j'essuyais un peu les critiques en me disant « Ouais, mais il sait faire que la guillotine, tout ça ». Et le jour où j'ai rencontré Maître Letton, il me disait « Oula, toi tu fais très bien, tu vas vers la tête très bien, tous les chemins mènent à Rome, hein. Toi tous tes chemins mènent à la guillotine ». Et j'ai été choqué, parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait « Non, toi tu as vers ça, il faut que tu ailles tout… » Alors qu'en France, par exemple, on avait ce fameux truc de vouloir apprendre, il faut tout apprendre quoi, pour être bon. Alors que c'est pas forcément vrai. Alors après, c'est sûr que le problème, c'est que quand on se focalise sur un panel de techniques trop large, à vouloir tout maîtriser, on ne maîtrise rien, comme on dit. C'est exactement ça. Donc, vaut mieux, et maintenant on le voit avec le système d'Hanover, tous leurs jeux tournent tous leurs jeux les amènent au leg lock. C'est ça. Que ce soit Nicky Han, Gordon Ryan, comment il s'appelle, Gary Tonon, Eddie Cummings, parce qu'il a l'héritage aussi de Danaher. Et on voit que tous leurs jeux, que ce soit leur bras-tête, que ce soit leur kimura, que ce soit leur triangle, tout leur jeu leur fait faire pour qu'ils prennent la posture et qu'ils récupèrent derrière sur les leg locks. Donc maintenant, on va dire que plus ou moins tu avais de l'avance en quelque sorte sur les générations. Je fais partie de ceux qui. C'est là où tout à l'heure je parlais d'avoir un monde comme Marcelo Garcia. Pour moi, quand les gens, il ne faut pas confondre quel est le meilleur combattant. Le meilleur combattant, c'est celui qui arrive à imposer un jeu. C'est pas celui qui va connaître le plus de techniques. Et c'est vrai qu'en France, on est parfois un peu bouquin. On croit qu'il faut apprendre comme à l'école. On est très école, ce qui est bien. Mais c'est pas parce que tu connais toutes les techniques que tu vas être forcément le meilleur combattant. Et pour moi, on peut être un meilleur et perdre contre un mec moins bon parce qu'en fait, il t'a imposé son jeu. Et c'est là où on voit, par exemple, ceux qui ont les clés de jambes, ils peuvent te gagner parce qu'il t'a amené, si tu as imposé son jeu de jambes, tu peux perdre. Si maintenant il n'arrive pas à développer, c'est toi qui imposes ton jeu, par exemple sur la tête et qui n'arrive pas à partir de jeu, tu peux gagner. C'est pour ça qu'après, quand il y a des mecs qui disent ouais, mais tu prends lui, tu vas perdre, c'est faux. C'est est-ce que le mec va arriver à imposer son jeu ou à subir le jeu de l'autre? Mais parfois, ça veut pas. Tu peux avoir un jeu sur la guillotine et tout un travail derrière, par contre, de distance, de stratégie, de grip et tout ça, et gagner des mecs qui sont, entre guillemets, plus techniques que toi, ou qui ont des clés de jambes de tueurs. Mais si tu es arrivé à annihiler son jeu, est-ce que tu peux le gagner? Bien sûr. Un Marcelo Garcia, il est monstrueux. Fais-toi gripper, fais-toi prendre une position par lui, tout le monde tape. Mais si tu arrives à annuler son jeu, est-ce que tu peux le battre? Ben oui, si tu arrives à imposer ton jeu. C'est pour ça le meilleur combattant, le meilleur simmer là, ça veut rien dire. On peut gagner des mecs meilleurs que soi et perdre contre un mec moins bon si on subit un jeu. Oui, s'il arrive à imposer sa stratégie, que le game plan, on en parlait. Le game plan est très important aujourd'hui. Bien sûr, et surtout maintenant. On le voit. C'est clair que... Pas forcément les meilleurs boxeurs, pas forcément des ceintures noires et qui gagnent et qui prennent les ceintures mondiales par stratégie. Avec avec moins de connaissances, mais très bien utilisées au bon moment avec le physique, le gamin, on peut imposer et gagner. Non, mais c'est clair que là, ça l'illustre parfaitement. On voit tous les champions actuels, ils maîtrisent pas. Ou ils maîtrisent des fois, ça redevient un peu unidimensionnel, même s'ils ont, comme tu dis, une palette large et qu'ils deviennent très forts en MMA. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de qualité, produisent beaucoup de qualité, contrairement à la quantité, que pendant des années,
On avait eu des athlètes complets, et là maintenant quand même on voit que ça est en train un petit peu de changer. On le voit avec Adesanya par exemple, hein, qui a créé tout un monde pour garder les personnes dans son monde à lui, qui est le bout. On voit Kamaru Usman, capable de prendre toujours le centre de la cage, de poser ce game plan, de fermer les angles, de coller en lutte. On va même au-delà du combat. Moi, ce que j'observe actuellement, et je trouve ça très intéressant et très fabuleux, la partie de la préparation physique qui rentre dans le MMA par exemple aujourd'hui. Quand on voit un Poirier aujourd'hui, les deux boxeurs, par exemple Poirier et Holloway, les deux sont des très grands boxeurs, mais on voit que les mecs ils vont se chercher sur le volume de frappe, sur l'intensité, sur le rythme, mais pas forcément sur la meilleure boxe. Là où d'autres on dirait qu'elle est le meilleur boxeur, il est meilleur, il a une droite, il a une gauche. C'est carrément sur la qualité physique développée, sur le volume et l'intensité. C'est fabuleux, c'est un autre niveau aujourd'hui. Et ça arrive, tu penses, dans le grappling aussi maintenant? Bien sûr. Moi j'ai une approche et je fais un jeu qui est très inspiré du MMA, très inspiré de la boxe. J'ai un jeu de sol qui est développé par la boxe. Parce que j'ai fait de la boxe anglaise amateur un petit peu sur mon entraînement avec un entraîneur qui était très intelligent qui s'appelait Jérôme Rey, qui m'a beaucoup fait déclencher aussi les choses dans la tête, comme Roberto Letton dans l'hôtel livré. C'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui font des choses avec profondeur, et je suis arrivé au sol avec ça. C'est-à-dire que moi j'arrive au sol, j'ai un travail de cadrage, j'ai un travail de distance, j'ai un travail de tout ça, et pas forcément basé sur la technique de sol, les techniques de sol et les techniques de sol. Le passage de garde traditionnel. Et donc c'est vrai que par exemple, je trouve même en nogi aujourd'hui, bien sûr qu'il faut savoir annuler le jeu développé technique jiu-jitsu avec un positionnement, avec une stratégie de game plan qu'on peut avoir entre guillemets en MMA sur des phases de combat bloquées, repartir, timing et tout ça. Donc oui. Et ouais, toi je sais que cette année, on y reviendra après, mais je sais que toi tu as créé un environnement professionnel autour de toi. Ouais. Tu suis par exemple une diète particulière, parce que je sais que tu as monté de catégorie. Au niveau de la diète, je fais de base normale. C'est-à-dire que je sais quand je mange mal ou je mange bien, mais j'ai pas de truc précis d'acharnement. Par contre, j'ai passé toutes mes années à m'occuper de beaucoup d'élèves. Là où j'ai changé, pour X raisons l'année dernière, j'ai eu un petit truc de la vie qui a fait que j'ai dû rebondir. Et je me suis occupé de moi cette année. C'est-à-dire qu'à moi, j'ai décidé d'arrêter de m'occuper vu mon âge, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma dernière année, aujourd'hui je me mets un cadre autour de moi, qui est très difficile personnellement, parfois, entre guillemets, avec l'égoïsme et compagnie, de se centrer sur soi. Mais c'est qui est inévitable en sport de haut niveau. Donc à un moment, je dis j'arrête, je m'occupe de moi parce que c'est ma dernière année. Et là, je me suis mis un staff, donc j'ai eu le SPC à Toulouse, qui est un préparateur physique spécialisé dans le football et compagnie, qui m'a géré d'une manière exactement ce qu'il me fallait. Mais surtout que c'est intéressant pour toi, parce que comme tu me disais, comme tu fais des compétitions toutes les semaines, il te fallait un préparateur physique qui soit capable de gérer ça, de gérer une saison sportive. Il m'a géré presque comme une équipe de football, c'est-à-dire un 70% tout le temps pour pouvoir tous les samedis combattre. Et c'était complètement différent d'un coup dur, d'un tournoi. Et lui, ça a été un élément très important et qu'il a très très bien fait. Il a su me mettre comme il fallait, à l'intensité qu'il fallait. Et on l'a vu d'ailleurs, 14 tournois gagnés, 0 blessure. Voilà, ceux qui vont connaître un peu le métier, 14 tournois d'affilée, j'affronte des mecs en étant à 70%. Je peux pas être à 100% tous les week-ends, sinon je peux me blesser, sinon je vais être fatigué, je te mens. Donc c'est pour ça la perf que j'ai fait cette année, elle est quand même... mais elle est monstrueuse, ouais. Ça il faut dire ce qui est, surtout que tu combats en black belt adulte. Black belt adulte, j'ai 39 ans. C'est l'élite de l'élite, je prends beaucoup d'avions, j'ai quasiment pris 50 avions, j'ai quasiment depuis mai décollé 50 avions de décollage, donc les jet lag et compagnie, donc le SPC m'a mis un cadre monumental. À des moments où parfois tout seul j'arrivais pas à partir, il m'a reactivé, il m'a fait la régénération, il me refait les bains froids, il me reactive le travail lactique au moment où il fallait, ainsi de suite. Et toujours au dernier moment, le vendredi, samedi, je me ressentais frais, je repartais, et après je revenais au combat l'influx fatigué, ça a été un travail très important. Là où parfois des combattants on néglige un peu, j'ai été pris par un préparateur physique qui m'a métamorphosé. Ouais, il a mis l'accent aussi énormément sur la récupération, sur la régénération. Ouais. Et quand on voit maintenant la tendance, comme je te disais, des profils, des neurotypes, etc., je ne suis pas surpris, en fait, vu ton explosivité, vu en fait ton profil à toi, il a eu beaucoup de réflexion de partir de cette direction. Et il n'y a pas beaucoup de préparateurs physiques, je pense, qui auraient pris le risque en pensant que tu allais être sous-entraîné, etc., etc. Mais en fait, toi, tu es quelqu'un qui a énormément de volume d'entraînement derrière, des années de pratique. Hein. Ça fait presque 15 ans que tu t'entraînes, donc automatiquement, on ne va pas
toi qui es déjà dans le haut niveau, qui a déjà un niveau exceptionnel, on n'est pas obligé de te renvoyer du volume dans la gueule. Hein. Le but, c'est que vraiment tu puisses performer. Et c'est dur pour un combattant parce qu'on croit que pour percer plus, il faut s'entraîner encore plus dur. Et non, il a su me mettre en dessous, me préserver. Pour un combattant de haut niveau, on parle, attention, parce qu'on va y revenir. Si tu conseillerais donc quelqu'un qui voudrait performer en grappling et qui voudrait se lancer dans le grappling, tu dirais qu'il faut quand même qu'il s'entraîne beaucoup. Il y a plusieurs phases. Je pense que les premières années, on ne les gère pas comme les dernières, ce qui est normal. Donc la première année, je pense qu'il faut beaucoup cravacher, beaucoup développer. Ensuite, je vois des gens qui sont capables de rester 10 ans, mais comme les premières années, non. Je pense que par exemple, je vais parler vaguement, mais 1 ou 2 ou 3 années, apprendre comme monsieur tout le monde, il faut y passer. Pour faire les techniques, il faut développer. Pour les bases, etc. Pour les bases, ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à se mettre dans le rouge, sans se blesser, mais il ne faut pas hésiter à découvrir son corps, ses capacités, ses limites, apprendre les techniques comme tout le monde. Par contre, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que 2-3 années, peut-être. Et après, au moment de commencer par contre, à travailler sur sa personnalité, sur son jeu, à se dissocier, à se différencier, à savoir, moi je fais pas les clés de jambes, ou je fais la tête, moi je fais les ça, c'est pas pour moi, et à commencer à avoir une sélectivité. Là où je vois des mecs, ça fait 10 ans, et en fait, si on leur donne une technique, ils ont un jeu général. Et s'il y a un nouveau truc qui arrive, ils le prennent dans leur jeu. Mais non, moi je vois des nouvelles techniques qui arrivent qui sont très bonnes, très dangereuses, mais qui sont pas pour moi. Par contre, je veux les découvrir parce qu'on pourrait me les faire. Mais voilà, il y a la part de sélectivité. Et je pense qu'à un moment, qui est le meilleur pas, c'est celui qui va passer aussi du temps au milieu de sa carrière à se chercher et à développer son jeu. Et après, les dernières années d'une carrière sont plus pareilles. On va chercher la qualité plutôt que la quantité. Le jeu qui est fait depuis des années. Donc moi, je pense que je suis dans cette dernière phase. Mon jeu, il est fait. Par contre, voilà, quelqu'un qui sait me préserver, me mettre en forme, me maintenir moins point fort, ainsi de suite. Ça, c'est mes dernières années, ça a été ça. Ouais. Donc là maintenant il te reste combien de compétitions Là il me reste 9 tournois. 9 tournois, tu finis par les Worlds. Ouais. D'accord, ok. Donc revanche contre Team Springs, t'aimerais? Ouais, cette année j'ai fait, je crois que mon ranking IBJF cette année, je crois que je l'ai fait avec 29 combats, 27 victoires. Et j'ai 2 défaites, une à 20 secondes de la fin, j'étais à 0-0 à 20 secondes de la fin. Oui, j'étais là. Je m'étais cramé sur le combat d'avant et je m'étais pas focalisé cette année sur moi, j'avais aidé aussi quelqu'un à s'entraîner, donc j'avais quand même fait une prépa, je dis pas le contraire, mais j'étais pas forcément à 100%, je pouvais me le faire et je le ferais mieux. Et après j'ai eu un match un peu polémique contre un Brésilien, on met des pénalités un peu bizarres, bon. Mais j'ai fait une très 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 bonne saison, quand même 27 victoires sur 29 matchs et ma défaite on va dire c'est contre Springs, qui est le meilleur au monde actuellement. Ouais, et qui était un jeu pour moi, qui peut être dangereux pour moi parce qu'il a des qualités sur mes qualités, on était un truc, le match on savait où il allait se jouer, et ce jour-là il a été meilleur. D'accord. C'est une belle revanche. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu rêverais d'affronter? Un Gordon Ryan, à ce moment il a le vent, c'est le numéro 1. Je suis numéro 1 IBJF Black Belt adulte et ça tombe pas du ciel, j'ai 759 points au jour d'aujourd'hui en classement. Quand on sait que gagner une KT c'est 27 points, bon, je sais pas ce classement pour rien, j'ai beaucoup rabâché, j'ai beaucoup eu de résultats. Maintenant ça veut pas dire forcément le meilleur grappeur de la planète, mais en niveau circuit IBJF, je pense que je dois faire un record au niveau des points cette année, en moins de 6 mois j'ai fait ces points-là. Des gens qui ont un classement depuis 1 an ou 2 de points cumulés. Donc en IBJF, ouais, je pense aujourd'hui avoir montré, il n'y a pas débat. Mais est-ce que le meilleur grappleur et tout, on sait que Gordon Ryan, c'est un gros nom. Maintenant, moi je suis sorti d'une phase où j'ai été dans l'équipe Athos, j'ai tourné tous les jours. Avec des gens comme Barbosa, Galvao, Kenan Cornelius, Duarte, Inga et compagnie. Voilà, je vais pas dire. Mais oui, tu sais où te situer. Voilà, j'ai soumis beaucoup de monde très régulièrement. J'ai posé problème à des grands noms très régulièrement. Ce que je veux dire, c'est que voilà, un match n'est jamais gagné et ni perdu d'avance. Bien sûr. Un Gordon Ryan aujourd'hui, c'est un match compliqué pour tous les grappeurs de la planète aujourd'hui, et on le voit et il a prouvé. Maintenant, c'est le style de défi quand tu es un combattant qu'il faut prendre. Gagner ou perdre, c'est le style de combat qu'il faut prendre. Donc si demain on me le propose, bien sûr que je vais le prendre. Maintenant, je sais que c'est le match, on revient à dire, j'ai une stratégie à imposer, vaut mieux que je la fasse que la sienne qui me la fasse. Ça, c'est sûr, mais c'est le style de combattant. Maintenant, c'est pas forcément le style de combat que je préférerais.
D'accord. Mais c'est un style de combattant que j'aimerais affronter, oui. Et c'est quel combat que tu préférerais par exemple? Quelqu'un avec qui on lutte. Moi, j'ai de la lutte. Je suis pas celui qui va poser le cul au sol. Donc moi, je lutte. Donc j'aime bien s'il y a un mec qui lutte aussi, parce que voilà, j'ai des racines de lutte à livrer. Ouais. Donc si on peut se lutter en même temps, j'adore ça. Un mec qui se pose de suite. Moi, j'ai un game plan anti-jeu, donc je vais annuler. Et c'est là où mon jeu n'est pas forcément visuel, parce que j'annule beaucoup le jeu de l'autre pour faire la différence, pour parler dans le jeu de l'autre. Bien sûr, bien sûr. Là où d'autres vont dire ouais, t'es pas si visuel ça, mais oui, mais sinon il faut que j'aille jouer avec lui. Et après, je pense que les gens ne c'est se rendent pas à quel point tu es technique de ce côté-là. Quand on a vu hier les détails que tu nous montrais, entre nous, on a été vraiment agréablement surpris parce que tu analyses tout. Tu vas travailler sur les coudes et pas sur les mains, tu vas travailler sur les genoux sans dévoiler exactement ce que tu fais, mais franchement, c'est quand même impressionnant que tu aies réfléchi à tout ça. Donc, ouais, tu veux dire que. Après, je pense que quelque chose de très bien fait, on le voit quand ça se voit pas en fait. Bien sûr. L'art, c'est dans la simplicité. Un jeu où, oui, j'ai un jeu, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est vrai, on me le dit souvent, mais quand ils me voient, ils me disent souvent, on est très surpris, t'es rempli de détails, de trucs. J'ai envie de dire, d'un côté, je suis content d'entendre ça parce que ça veut dire que c'est ça qui est beau. On reconnaît ton travail, ça veut dire. La simplicité de ne pas le voir en fait, c'est ça qui est beau. Et ça se rapprocherait plus d'un Nick Rod alors, par exemple. Ah voilà, franchement, c'est le style de match qui me plairait parce que c'est la nouvelle génération. Donc attention aux genoux, il a un an, actuellement il a la lumière devant lui. Ouais, des mecs qui vont lutter mais qui vont aussi faire du sol. Ouais, c'est le style de match qui va. Ça va être engagé, ça va partir dans tous les sens. Ouais, j'aime ça, moi j'aime bien. Ça bagarre un petit peu, j'aime bien. Ouais. Et si tu préparerais, par exemple, je sais pas, la DCC, comment tu verrais ta programmation, sur combien de temps tu la verrais, par exemple? Si tu aurais un cas d'entraînement, voilà, je te dis, tu affrontes Gordon Ryan, comment dans 3 mois, tu t'entraînerais combien de fois? Je parle globalement, comment tu verrais ta préparation? J'ai vu dernièrement avec ce que j'ai fait ces derniers mois et encadré par un vrai préparateur physique, j'ai vu qu'il n'y avait pas, pour moi, voilà, au moment de Dakar où je suis, j'avais pas besoin de forcément faire de la grande... Du gros volume, ça devient même négatif pour moi. Contre-productif. Contre-productif. Et je me suis rendu compte avec les années d'entraînement que je suis meilleur quand je ne développe pas trop le sol pour moi, parce que voilà, j'ai un jeu différent. Donc je me préparerai, mais pas forcément en faisant beaucoup de combats. Je resterai sur des choses très basiques, que ce soit la distance, les grippes et tout ça. Je referai un petit peu à travailler mes points forts, guillotine et compagnie, pour que si j'ai l'occasion, je me rends compte qu'à tous les matchs, j'arrive quand même toujours à attraper la tête pour qu'elle soit précise, parce que si le jour où tu l'as, faut pas la louper. Bien sûr. Mais après, je pense que je garderai justement aujourd'hui, en proportion de temps, 30% sur la qualité physique, 30% sur le stretching, le relâchement, la récupération, et 30% peut-être pas plus sur le côté combat, randori et un peu de technique, 10-20% sur les favoris. Voilà. Je pense que je préparerai sur ça. En hors saison, je développerai des qualités à me mettre dessous, ainsi de suite. Mais par contre, au moment du combat, les 2 derniers mois, je resterai comme ça. Ouais, tu resterais dans du spécifique. Voilà, spécifique. Par rapport à ton jeu à toi et par rapport à ton game. Sensation sur le physique, comme j'ai fait avec SPC. Pas forcément à chercher à être à 100%. Parce qu'à mon âge, beaucoup de courbatures deviennent beaucoup un calvaire, beaucoup de trucs, et mon mental s'étouffe. Donc accepter qu'à 70% ça suffit, 80% avec 2-3 pics. Et au niveau du combat, de la qualité. Et pas forcément à prendre confiance par du entraînement, c'est du manque de confiance pour moi. J'ai 15 ans, donc j'ai pas à avoir de manque de confiance. Les perfs que j'ai fait, j'ai pas à avoir de manque de confiance. À chercher de la qualité. Par contre, ouais, rentrer sur le tapis et savoir que faut faire un bel entraînement et savoir sortir. Que ce soit 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, on rentre, je fais ma qualité et je ressors. Et chaque fois marquer un point, chaque fois se sentir bien, chaque fois des bonnes sensations. D'accord. Oui, rester sur la qualité, pas chercher forcément la quantité. Donc 2 entraînements entre guillemets durs par semaine, pas plus. D'accord. Au niveau de sparring, pas plus. Même 1, ça ne me choquerait pas aujourd'hui. Un entraînement fort physique, peut-être 2, pas plus. Que j'en ai 1 ou 2, ça ne me choquerait pas. Voilà, donc et après des entraînements complémentaires, des entraînements périphériques en fait. Voilà. Qui vont et voilà, 2 séances de récupération obligatoires. Un moment si j'ai envie, des réglages techniques. Et à la limite avec de l'amusement, avec un ami, tiens, je peux faire ça, viens, je répète mes guillotines de cet angle-là. Ouais, mais... Ouais, que tu prennes du plaisir, de toute façon on en revient toujours à ça. Ouais. Prendre du plaisir, y arriver à un certain âge, je pense que le plaisir est au centre de l'entraînement et de notre pratique. Et une séance par semaine ou dure. Ouais. Une fois par semaine où là on n'a pas le choix. C'est-à-dire il y a quelqu'un, tu te laisses cadrer, il te met là, s'il faut vaut mieux une fois par semaine, mais pas plus.
travailles sur le dos des fois, tu Ouais. te mets sur le dos. Ouais. Il y a des techniques particulières que tu affectionnes? Il y a des gens qui sont surpris de me voir le travail que j'ai sur le dos. Il y en a même qui me disent tu pourrais gagner des matchs sur le dos, mais j'ai pas d'instinct sur ça, dans le sens où en combat, si je me mets sur le dos, c'est pas là où je me sens le plus confiant, donc je ne reste pas. Mais j'ai un travail sur le dos. Tu fais quoi? Papillon, demi-garde? Jeu ouvert, ouais, pas fermé. Ah, d'accord. Pas garde fermée, je l'ai pas. J'ai un jeu plutôt papillon open guard, ouais. Ouais, à la Marcelo quoi. Ouais, ouais. D'accord, oui. Ouais. J'adore Marcelo. Après, c'est pas forcément de cette manière que je combats. C'est bizarre, je suis pas forcément fan de Popovic et compagnie, mais j'ai un jeu instinctif qui va se rapprocher de ces gens-là. Complètement. Alors que je suis plus fan de Marcelo, mais ma manière de combattre et tout ça n'est pas forcément celle-là. D'accord. Bon ben en tout cas Thomas, c'était un super échange. Si vous voulez soutenir Thomas, ben n'hésitez pas une seule seconde. Sur Instagram, si on peut t'aider, je sais pas si tu as mis des cagnottes pour pouvoir te sponsoriser ou si tu cherches. Ouais, bah, j'ai fait beaucoup de partenaires. tournois, donc c'est vrai que pour moi financièrement c'est un peu compliqué, mais j'ai des sponsors qui m'aident et aussi il y en a qui m'aident même pour des fréments, billets d'avion et tout. Ça c'est sûr que je suis pas contre parce que en sport en France c'est difficile, Compliqué, hein. c'est très compliqué. Mais ouais, mon Facebook c'est Thomas Alban Loubersan et sur Instagram aussi. Et voilà, c'est vrai qu'actuellement depuis que je suis numéro mondial, j'ai pas mal de sollicitations en sponsor, donc ça je suis content. Et s'il y en a qui sont intéressés, bah, je suis ouvert à. Moi je vous recommande de le prendre en stage, sincèrement. Il a énormément de réflexion, il va vous montrer des détails, nous personnellement qu'on n'avait jamais vu. Pourtant on est allé chez Renzo Grassi, on est allé un peu partout. Et il a vraiment des détails extrêmement intéressants sur son game plan, sur son approche, donc vous le voyez, quand il échange, il sait ce qu'il fait. Donc on vous le recommande fortement. Donc encore merci Thomas. Merci beaucoup.